Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 34e vidéo dédiée à Linux pour les débutants. Aujourd'hui dans cette 34e vidéo, on va s'intéresser aux RAID, donc on va voir un petit peu aujourd'hui la notion, qu'est-ce que ça représente les RAID, qu'est-ce que c'est que ce concept. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est très pratique, souvent plus utilisé on-premise que dans le cloud, assez logiquement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez cliquer sur rejoindre pour devenir membre de la chaîne et découvrir les vidéos qui ne sont pas encore publiées. Vous pouvez également mettre des pouces bleus tout simplement, commenter, partagez autour de vous la chaîne, parlez-en autour de vous, c'est ce qui la fera connaître. Alors RAID pour Redundant Array of Independent Disks. Donc l'idée derrière c'est de s'attacher à une partie qui est à cheval, alors on va revenir à notre schéma, qui est à cheval entre le disque, le hardware et toujours la mise à disposition de notre file system. Derrière, donc, le RAID, ça va, si on revient par rapport aux vidéos précédentes, on avait vu, souvenez-vous, le LVM, les LV strippés et le mirroring de LV, et bien ça revient au même principe, on va retrouver cet intérêt-là, c'est-à-dire de pouvoir réaliser de la haute dispo à travers du mirroring, par exemple, ou encore de gagner en performance grâce à l'équivalent du stripping, sauf qu'on va être sur une couche relativement plus basse puisqu'on va s'intéresser à la gestion des disques finalement. Donc effectivement, quand on a un serveur, on va avoir un à plusieurs disques. Là, on va se mettre quand on fait du RAID, on a forcément plusieurs disques et l'intérêt, ça va être de gérer les choses de manière plus fine. Alors, on va toujours conserver ce schéma-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette partie-ci, voilà par exemple, et on va partir de l'idée qu'on va avoir 2 à plus de 2 disques par rapport à ce qu'on va avoir. Donc on va voir de différents cas. Si on en revient donc du coup à l'historique du RAID, alors ça a commencé à émerger les origines en 78, vous voyez que c'est pas tout jeune, notamment le RAID 5 qui a été commencé à être élaboré par IBM, et on parlait déjà à l'époque du RAID 1 qui est assez connu. Donc aujourd'hui on va découvrir les principaux RAID, donc on va voir le RAID 0, le RAID 1, le RAID 5 et on verra également le RAID 10. Alors, en 1996, c'est là vraiment, donc à l'université à Berkeley, que la technologie RAID a été réellement initiée et officiellement commencée, on va dire. Et donc tout ce qu'on va voir par la suite, vous voyez que ça date un petit peu, mais ça reste toujours d'actualité et c'est toujours assez largement utilisé. Alors l'intérêt du RAID, c'est quoi ? Donc ça permet de, donc au fur et à mesure des années, le stockage est devenu plutôt bon marché, que ce soit du disque mécanique ou du disque SSD. Donc on en reparle dans la saison 0 de la playlist Linux, où on va parler des disques. Et donc la baisse des coûts fait que derrière on peut se permettre des choses qu'on ne pouvait pas forcément se permettre avant, ou en tout cas sur des volumes en plus qui peuvent être relativement considérables. Alors ça s'intéresse à la fois très souvent aux problématiques de performance ou de redondance de données pour éviter qu'en cas de perte de disque, puisque vous avez vu donc toute notre problématique, alors là ouais j'ai supprimé les éléments, mais si on revient ici, c'est bien LVM, ça nous permet effectivement de jongler facilement entre les volumes physiques, etc. Sauf que cela ne nous permet pas complètement de nous abstraire d'une erreur, d'une défaillance de disque, soit pour de simples erreurs, soit pour la nécessité de maintenir un disque ou de le remplacer, plus simplement. Eh bien, il faut trouver des solutions. Donc le RAID apporte cette solution, et c'est une solution qui est très largement utilisée. Alors le prérequis, comme je vous disais tout à l'heure, il faut avoir plusieurs disques, donc au minimum 2, voire plus, suivant le type de RAID que l'on va faire. Le nombre dépend donc du RAID, donc de sa valeur, du chiffre en question. Et le RAID peut être fait à différents niveaux. Alors si on devait reprendre ce schéma-là, c'est quand on parle de niveau, c'est comme si on se déplaçait un petit peu plus ou moins vers le haut, on va dire. Donc on est plus ou moins dans le hardware quand on fait du RAID. Par exemple, donc nous c'est le cas de figure qu'on va voir, c'est le seul cas de figure qu'on va voir, c'est le RAID de type logiciel, c'est-à-dire que le RAID va être fait directement via notre système d'exploitation, et il ne va pas être fait par un élément
externe à ce système d'exploitation, c'est-à-dire qu'il ne va pas être fait par un contrôleur RAID, c'est-à-dire un système d'exploitation, on va dire un micro-serveur dédié avec son propre microprocesseur, son propre système d'exploitation, son contrôleur dédié. On peut se retrouver dans le cas de figure quand on a des serveurs avec un contrôleur RAID, et on parle du coup dans ce cas de figure de RAID hardware et non plus de RAID logiciel. Donc le RAID logiciel, lui, ça va être, on va installer sur notre système d'exploitation principal, on va installer un applicatif qui va nous permettre de manipuler les disques qui sont en dessous et de pouvoir en faire ce qu'on veut en faire. Alors l'intérêt du RAID logiciel, c'est que ça coûte moins cher, bien sûr, puisque on va pas avoir ce fameux contrôleur RAID qui va être indépendant à côté, sur lequel aussi, donc si on a un contrôleur RAID, ça veut dire que on a un système d'exploitation dédié, on a une ressource qui est dédiée avec tout ce qui va avec, le microprocesseur, etc. Et derrière, ça veut dire qu'il y a aussi de la HA, de la haute dispo, qui est fournie cette fois-ci avec ces éléments physiques qui sont intégrés au serveur. Donc derrière, il y a les aspects maintenance, haute dispo, donc bien sûr un coût plus important. Derrière, ça va reposer, donc le RAID logiciel va reposer sur l'administration du système d'exploitation principal. L'autre élément qui est important, ça va être de savoir si notre RAID logiciel va être compatible. Alors il va être compatible par rapport à notre système d'exploitation, mais par rapport à nos disques, globalement un RAID logiciel, ça apporte quand même une certaine souplesse par rapport à ça. Néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il est, comme je vous disais, donc moins proche du matériel. La contrepartie d'être moins proche du matériel physique, ça va être d'avoir une moins bonne connaissance du matériel. Par exemple, pour remonter certaines erreurs, on va avoir un peu moins d'informations. Et puis par ailleurs, l'autre élément qui est assez important, c'est que tout simplement, le contrôleur RAID, comme il est installé sur notre système d'exploitation, il va consommer les ressources, que ce soit la RAM ou que ce soit le CPU, les cycles CPU, eh bien ils vont être consommés par ce contrôleur RAID et au détriment, donc ça fera ça de moins qui va pouvoir être utilisé pour d'autres éléments qui vont être lancés sur notre système d'exploitation, comme par exemple des applicatifs par exemple. Alors que dans un RAID physique, eh bien on va avoir des ressources qui vont être complètement dédiées à ce contrôleur RAID, donc ça va être totalement transparent. On a le semi-matériel, le RAID semi-matériel. Donc le RAID semi-matériel, c'est quoi? Alors là, ça c'est mal affiché, hein, faut voir qu'il y a un retour. Donc le RAID semi-matériel, c'est en fait un système un petit peu intermédiaire qui est en gros une routine qui va, donc un applicatif qui va tourner en dehors du système d'exploitation, mais ça s'arrête grosso modo là. Derrière, on va avoir, donc oui, si on en revient donc sur le semi-matériel, ça évite les dépendances aussi au type de système d'exploitation, puisque la routine tourne à l'extérieur, donc du coup forcément les programmes, les langages, etc. vont être adaptés. Il est plutôt idéal pour des fichiers externes à celui-ci. La consommation de ressources système va être amoindrie, puisque le système on va être amoindri, puisqu'en fait les éléments tournent en dehors du système d'exploitation. Par ailleurs, on a alors non, je vous dis une bêtise, pardon, je me disais entre la parenthèse, donc la routine est à l'extérieur du système d'exploitation, néanmoins on utilise la ressource, donc comme on n'a pas de contrôleur dédié, on utilise la ressource, donc le CPU et la RAM, le même en commun avec notre système d'exploitation. Donc du coup, on n'a pas un système qui est dédié, et donc là, on entre en concurrence. On a également donc des difficultés de changement possibles, donc en lien avec la carte mère, on commence à avoir des dépendances avec le hardware, donc certaines difficultés par rapport à ça. Et puis le RAID matériel, lui, eh bien, va reposer sur un processeur ou microprocesseur, une mémoire et des batteries dédiées, donc ça va être des toutes petites batteries qui vont permettre de tenir actif l'ensemble des éléments nécessaires pour notre contrôleur RAID. On retrouve également donc la détection donc, de problèmes matériels relativement avancés, puisqu'on est cette fois-ci donc avec un contrôleur qui est dédié à ça, qui est proche et qui connaît le matériel en question.
On a une préservation des ressources, puisque tout ça, ça tourne en dehors de notre système d'exploitation, de notre CPU, puisqu'on a des éléments qui sont dédiés. On peut avoir des opérations du coup on va pouvoir rajouter des opérations, donc des opérations d'arrière-plan, qui sont fournies généralement par les constructeurs. On va avoir des checks, des diagnostics dédiés, etc. Attention par contre, parce que entre les différents contrôleurs, il n'y a pas forcément de compatibilité. Donc derrière, ça veut dire que vos équipements, vous allez avoir potentiellement des difficultés, ou en tout cas il va falloir bien vérifier que vous pouvez acheter tels ou tels éléments pour pouvoir les ajouter avec le contrôleur que vous avez notamment. Le coût, bien sûr c'est un coût supplémentaire, hein. Là on parle d'avoir un microprocesseur, une mémoire, etc. supplémentaire, donc forcément c'est un coût. On a forcément donc une autre dispo qui est nécessaire, c'est-à-dire voilà, par exemple les batteries, on va devoir avoir 2 batteries, derrière on va avoir des systèmes de check, etc. pour vérifier le bon état de la mémoire des processeurs, etc. pour bien sûr que tout ça tourne bien. Alors maintenant venons-en au type de RAID. Donc on a vu que ces RAID, on pouvait les faire de 3 manières, soit au niveau logiciel, soit semi-matériel, soit matériel. Grosso modo on retrouve soit le logiciel, soit le matériel, mais généralement le semi-matériel est un peu moins courant. Derrière, peu importe, chacun est capable de faire les différents RAID qu'on va voir. Le cas du RAID 0. Donc qu'est-ce qu'un RAID 0 ? Donc le but d'un RAID 0, ça équivaut donc au LV strippé, si vous avez vu la vidéo les vidéos précédentes. C'est ce qu'on appelle des disques entrelacés. Pourquoi ? Parce que on va partir de l'idée que, alors on va essayer de se faire un petit schéma. Si on a 2 disques, on va dire qu'on a 2 disques comme ceci. Hop, on va se mettre comme ceci. On a 2 disques. Et bien sur ces 2 disques, ce qui va se passer, c'est qu'on va répartir, comme on avait fait sur le stripping. Donc souvent on parle de lettres A1, A2, etc. Donc on va dire qu'on va avoir une distribution des données qui va se faire en écriture et en parallèle finalement. Donc là on va voir par exemple B2, B1 par exemple comme ceci. Et on va voir donc une distribution de la donnée, donc une donnée qui n'est pas répliquée ou mirrorée, hein, c'est vraiment une donnée unique qui est répartie, et l'intérêt c'est quoi ? C'est comme nous l'avions vu précédemment, tout simplement les disques, donc on a 2 disques qui ont des capacités des IOPS, donc par exemple si on dit qu'on a 100 IOPS d'un côté, ça ne veut rien dire, mais voilà quoi en termes de chiffres, hein. Donc les IOPS, input, output par seconde, donc lecture et écriture par seconde, donc grosso modo c'est une caractéristique très importante des performances d'un disque. Ça veut dire est-ce qu'on est capable d'écrire de manière intensive sur le disque, ou est-ce qu'on est capable de lire également, d'écrire et de lire de manière intensive sur le disque ou pas. Là, donc comme pour le strippé, ce qui va se passer, c'est si on fait un RAID 0, on va avoir des données pour lesquelles donc notre système d'exploitation va pouvoir du coup écrire en parallèle sur les 2 disques. Donc quand il y en a un qui est occupé, il va pouvoir écrire sur l'autre en même temps, et donc du coup ça va nous permettre de cumuler au total ici potentiellement de nous rapprocher des 200 IOPS, puisqu'on va cumuler les performances des 2 disques. Donc ça c'est le RAID 0, c'est le principe du RAID 0, donc son but c'est vraiment la performance. Donc l'augmentation est assez sensible en termes de performance, vous pouvez même vous amuser à en faire sur du cloud, il n'y a pas de souci. La taille globale des disques, c'est quoi ? Elle est égale en gros au plus petit, au cumul du plus petit disque. Donc en fait on va se retrouver ici avec un disque qui est d'une taille donnée. Potentiellement si l'autre est plus grand, ce qui va se passer c'est qu'on va être limité par la taille du plus petit, cumulé bien sûr sur les deux, puisque nos données sont cumulées. Attention cependant, le risque de perte est d'autant plus important, c'est-à-dire que si on perd un disque, c'est comme si on avait perdu les 2 disques finalement, puisqu'en fait, on a perdu la moitié de nos données, les données, on va pas pouvoir les reconstruire, et donc, de fait, c'est comme si le niveau de risque, on l'avait multiplié par 2, puisque on est à la fois sensible sur la perte d'un disque, mais aussi sur la perte du 2e disque. Donc potentiellement, on a 2 fois plus de risque de perdre l'ensemble. Cet ensemble-là, quand on parle de RAID, on a tendance à utiliser le terme de grappe. Donc la grappe, ça représente
l'ensemble utilisable par notre système d'exploitation. Donc cette grappe RAID, elle a 2 fois plus de risque de perte à cause de ce format RAID 0 finalement. Si on passe au RAID 1, alors le RAID 1 c'est l'opposé du RAID 0. C'est l'équivalent du mirroring quand on avait fait notre LV. Derrière donc c'est quoi? C'est qu'on va avoir la même donnée qui va être répliquée, mirrorée finalement, d'un côté comme de l'autre. Donc on va avoir ici les mêmes valeurs d'un côté et de l'autre. En termes de performance, ben, on va tendre à se rapprocher des 100 IOPS, grosso modo. Donc on va pas gagner en performance, principalement. Le gros intérêt, c'est surtout la résistance à la panne. C'est-à-dire que si je perds un des disques, j'ai toujours l'autre qui est valable et je peux continuer mon service en question. Donc derrière un remplacement facile, etc. Des performances variables en lecture. Alors pourquoi? Parce que si on fait du multithread, donc on verra ça plus tard à la notion de thread, mais ici, si mon système d'exploitation est capable de paralléliser son travail, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va être capable d'aller chercher la donnée ici et en même temps d'aller chercher une autre donnée sur potentiellement l'autre disque. Donc potentiellement on peut gagner un peu en performance. C'est pas évident à la différence du strippé. On a des réductions de perf en écriture, alors qui sont légères mais qui restent quand même valables, puisqu'en fait on a quand même une réplication. Donc toujours le même principe, la taille est limitée au plus petit des deux disques. Donc si j'ai celui-ci qui est un peu plus important et celui-ci un peu plus bas, on va se retrouver limité à la taille du plus petit des deux. Le risque, là dans notre cas de figure, est divisé par 2. Donc là on multipliait par 2 dans le cas de figure précédent. Cette fois-ci on divise par 2. Pourquoi? Parce que j'ai ma grappe RAID qui est comme ceci. Et elle, du coup, eh bien, je peux même me permettre d'en perdre un, donc du coup, je divise par 2 le risque en question. Alors, c'est une augmentation du coût, puisque du coup, on a 2 disques pour avoir une seule donnée en question, finalement. Alors, le RAID 10, donc là, on est encore à un niveau au-dessus. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de cumuler du RAID 1 et du RAID 0. 10, ça signifie ça, c'est du 1 et du 0. Donc, plus exactement du 0 et du 1, enfin bon, ça dépend dans quel sens on le prend. Pour faire ça, il nous faut 4 disques. Alors là, déjà, c'est déjà plus la même chose. Il faut quand même avoir un peu plus de ressources. On va partir sur toujours notre schéma comme ceci. On va se rapprocher comme ceci. Donc on a dit que c'était du RAID 1 avec du RAID 0 au-dessus. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On va avoir donc notre RAID 1, c'est-à-dire certaines données qui vont être mirrorées ici. Donc on va finalement avoir notre RAID 1 ici. Donc si je vais mettre RAID 1. Et ce qui va se passer, c'est que tout ça, on va derrière faire un autre RAID 1 à côté. Hop, ici. Hop là. Voilà, ici, comme ceci. Mais cette fois-ci avec nos autres données, puisqu'on va pouvoir cumuler un RAID 0, et donc finalement revenir vers le mode strippé qu'on avait avant, tout en ayant la redondance de nos données. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger les données grâce, ici, à notre RAID 0, qui est finalement le stripping. Ici, on va voir ici un RAID 0. Donc on a 2 RAID 1, un RAID 0, comme ceci. Et donc des données qui vont être strippées, donc dans un premier temps qui vont être écrites d'un côté ou de l'autre. Et une fois qu'on l'a écrite d'un côté, eh bien on va la répliquer avec le deuxième disque qui existe, alors ou potentiellement plus, il faudrait donc on se retrouve sur des multiples de 4 pour l'occasion, et donc derrière voilà on augmente sensiblement les choses. Alors le coût est beaucoup plus important, néanmoins là ce coup-ci on bénéficie de performance et en même temps de redondance, donc c'est quelque chose qui est assez important. Ça cumule vraiment les atouts principalement des deux, c'est pas miraculeux complètement, mais voilà. Alors ensuite le RAID 5, finalement là on a un petit peu plus de mal à s'imaginer les choses, alors on va supprimer tout ça. Hop, voilà. Donc qu'est-ce que le RAID 5? C'est encore un autre concept. Donc au minima pour faire un RAID 5, il nous faut 3 disques.
Donc on va se dire qu'on a 3 disques comme ceci. Et donc ce qui va se passer pour faire notre RAID 5, on va avoir le principe du stripping, c'est-à-dire que nos données vont être réparties de manière, donc ici on a pour l'instant on n'a rien. Ici on va se dire qu'on est comme ceci, et ici on va se dire que l'on est comme ceci. Donc là ce qui va se passer, c'est que notre donnée, comme pour des disques strippés, nos données vont être réparties sur les disques, donc on va gagner en performance puisqu'on va pouvoir paralléliser les disques, sauf que là on veut essayer de tendre vers une persistance, en tout cas une redondance qui est importante. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, à partir d'un algorithme, je vais pouvoir recalculer des éléments. Donc si je perds A1 par exemple, bah, je vais pouvoir le recalculer à partir des données stockées en A2 grâce à un algorithme présent par ailleurs. Ici, cet algorithme, il repose sur ce qu'on appelle un disque de parité, c'est-à-dire une autre data finalement, spécifique, calculée par un algorithme, qui va permettre de reconstruire finalement la donnée perdue. Donc vous voyez que le concept est assez différent cette fois-ci. On est vraiment sur du calcul d'éléments, donc on a 3 disques. On va avoir de la performance puisqu'on va écrire à des endroits différents, mais on va avoir cette notion de parité qui nécessite donc un algorithme et un calcul à réaliser. Derrière, donc du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dessus principalement? Donc la performance de lecture principalement. L'écriture est réduite puisque derrière, il va falloir calculer et écrire cette parité. Donc finalement, on se retrouve avec 2 éléments qui vont être écrits. Donc la donnée plus ce disque de parité qui va être écrit. On n'a pas donc en cas de perte d'un disque, on n'a pas de perte de la grappe finalement, donc ça c'est quand même un atout considérable. On a toujours notre grappe comme ça, notre grappe RAID. Néanmoins, si on perd par exemple A2, qu'est-ce qui va se passer? On va pas pouvoir tout de suite retrouver la valeur de A2. Il va falloir la reconstruire, donc il va falloir la recalculer et ensuite on va retrouver notre valeur de A2. Donc là on va avoir besoin quand même d'avoir une intervention pour reconstruire cette valeur. Donc on reconstruit un RAID du coup. Et si donc à partir de quel moment on intervient une perte de données? Si on perd 2 disques, dans notre cas de figure, en RAID 5, avec 3 disques et un disque de parité, eh bien si on perd 2 disques, on va perdre forcément de la donnée. Assez logiquement, puisqu'en fait, 2 disques potentiellement, c'est je perds j'ai le risque soit de perdre la parité avec une donnée, hop là, on va le faire comme ceci, voilà, soit je perds la parité plus une valeur d'une donnée, du coup je ne peux plus recalculer A1, ou sinon j'ai l'autre cas de figure, c'est que j'ai la valeur de la parité qui est conservée, et par contre j'ai perdu A1 et A2, du coup bien sûr je ne peux pas recalculer ni A1 ni A2 puisque je n'ai que la parité. D'où voilà le risque important, c'est si on perd 2 disques, dans ce cas de figure on est bloqué. Ensuite on a le RAID 6, alors je vais pas vous le refaire, mais la différence c'est qu'on rajoute un disque supplémentaire, on va avoir 2 disques de parité, donc ça donne un petit peu plus bien sûr de redondance, donc quelque chose qui est assez important. Les coûts augmentent bien sûr au fur et à mesure de tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao!